Au cours de ce chapitre, nous allons voir comment les économistes, les sociologues et les politistes représentent-ils la société. Quel lien peut-on faire entre Picasso, qui dessine, et le cours de SES? Eh bien ici, Picasso dessine des taureaux et on voit l'évolution des taureaux. Donc les premiers sont plutôt réalistes, alors que les derniers sont plutôt très stylisés, très épurés, hein. Il y a un trait assez simple, mais néanmoins, sur tous les dessins réalisés, on reconnaît le taureau. On est capable de l'identifier. Cette référence au dessin de Picasso et surtout à son évolution, c'est pour vous expliquer la notion de modèle. Un modèle en économie, c'est une représentation simplifiée de la réalité, mais qui permet aussi de mieux comprendre le réel, un réel qui peut être parfois complexe. On peut également faire le lien avec une carte routière. Pour se repérer, eh bien, on est capable de retrouver sa route grâce à une carte routière ou un GPS. Néanmoins, ce n'est pas la représentation exacte du réel, c'est aussi une simplification du réel. L'économie peut paraître parfois assez complexe. Alors l'objet d'étude de l'économie, c'est la consommation, la production, la répartition des richesses, hein. Voici les principales opérations économiques. Et l'économie vise justement à comprendre comment les sociétés s'organisent pour satisfaire leurs besoins dans un monde aux ressources limitées. Comment on alloue les ressources rares, comment on répartit cette richesse entre un grand nombre d'agents. Alors, quelques précisions de vocabulaire. Donc, le besoin, à ne pas confondre avec le bien, c'est un désir, hein, un sentiment de manque. Les ressources, c'est tout ce qui peut être utilisé pour produire autre chose. Donc, il y a un grand éventail de ressources. On peut parler des ressources naturelles, on peut parler du travail humain, qui est également une ressource, les machines, le facteur capital, le temps, qui est également une ressource, l'argent. Pendant des siècles, la ressource principale a été la terre, et puis petit à petit, et notamment grâce à la révolution industrielle, eh bien, on a utilisé de nouvelles ressources, les machines, de nouvelles sources également d'énergie. La rareté correspond à une situation qui est marquée par un déséquilibre entre d'une part les ressources disponibles, donc en quantité limitée, et d'autre part les besoins des agents économiques, donc les ressources ou les produits que les agents économiques souhaitent utiliser. Et c'est finalement la condition de toute activité économique, la nécessité de satisfaire ses besoins. On peut le représenter par un schéma, donc d'un côté on a des besoins illimités, de l'autre des ressources rares, les deux étant en déséquilibre, hein. Les besoins sont supérieurs aux ressources, à quelques exceptions près. Il y a effectivement des sociétés qui peuvent être caractérisées par des besoins limités. C'est vrai qu'il y a des sociétés traditionnelles qui ont été parfois comparées par des anthropologues à des sociétés d'abondance parce que les besoins étaient réduits. Néanmoins, notre société, la société moderne, on est plutôt dans la configuration que vous avez sous les yeux. Donc cette inadéquation nous oblige à faire des choix. Et ces choix, ils se font sous contrainte. Alors il y a notamment la contrainte du temps, hein. Le temps qui passe, eh bien, c'est un temps qu'on ne peut pas rattraper. Et on n'a pas le temps de tout faire. Je n'ai pas le temps d'aller à la fois au cinéma et de préparer mes cours. Je n'ai pas le temps d'aller au restaurant et de lire un livre. Voilà, je dois faire des choix. Il y a également comme autre contrainte l'argent, hein. Donc ça veut dire qu'ici il y a des contraintes budgétaires. J'aimerais peut-être aller à la fois au cinéma et un peu plus tard ou le lendemain au restaurant, mais je n'ai pas toujours l'argent nécessaire pour satisfaire tous mes besoins. Et les choix, ils sont aussi fonction des goûts. Il y a des affinités. En économie, on mesure l'utilité, c'est-à-dire le degré de satisfaction qui va être entraîné par telle ou telle consommation. Donc si je préfère le cinéma au restaurant, eh bien, en toute rationalité, en toute logique, eh bien, je vais faire le choix d'aller voir un film plutôt que d'aller au restaurant si je ne peux pas faire les deux. Donc voici, rappelez brièvement, l'objet d'étude des sciences économiques. Dans cette séquence 1, nous nous intéressons au circuit économique. Donc l'objectif, c'est de comprendre le principe du circuit, connaître également les différents agents économiques, comprendre quelles sont les principales fonctions économiques des uns et des autres, et comprendre aussi comment ces opérations s'enchaînent. Pour commencer, je vous laisse regarder la vidéo de la Cité de l'économie concernant le circuit économique. Donc vous pouvez cliquer sur le lien pour voir la vidéo directement sur le site.
Donc voilà, normalement vous avez vu la vidéo. Alors on va récapituler et expliquer la notion de circuit à partir de ce support. Donc le point de départ de l'activité économique, ce sont donc les besoins. Pour satisfaire ces besoins, nous avons l'obligation de produire des richesses. La production de richesses étant nécessaire puisque la nature telle qu'elle se présente ne permet pas de satisfaire nos besoins. Cette production de richesses va ensuite être répartie, distribuée, et c'est ce qui va permettre son utilisation, l'utilisation des richesses par conséquent la satisfaction des besoins. Alors pour la production, on peut s'appuyer sur la vidéo et souligner la production déjà de biens. Il y a des petits pois qui sont produits dans cette économie, des ordinateurs, des poêles à frire, des scooters, etc. Donc ce sont des biens. Je rappelle que le bien est une production matérielle, donc stockable. On produit également des services. Il y a par exemple le restaurant, le crédit bancaire, les coiffeurs. Donc ça, ce sont des services qu'on peut qualifier de marchands, puisqu'ils s'échangent sur un marché et le prix de ces services doit couvrir les coûts de production. Ensuite, il y a aussi des services non marchands. C'est le cas par exemple de l'éducation dans cette vidéo. Donc ici, le service non marchand, c'est donc un service qui est gratuit ou quasi gratuit et qui est financé par la collectivité. Concernant la répartition des richesses, eh bien, il s'agit de la répartition des revenus. Dans la vidéo, on a souligné deux exemples, la distribution de salaires d'une part à ceux qui apportent leur travail, et également la distribution de dividendes lorsqu'on est propriétaire de titres de propriété de part d'une entreprise, d'actions, eh bien ça permet de percevoir des dividendes. Ensuite, l'utilisation des richesses. Eh bien ici, on a évoqué deux principales utilisations. Donc d'une part la consommation finale des ménages, et d'autre part l'investissement. Donc consommation lorsque Madame Rose achète des petits pois, investissement lorsque la banque achète des ordinateurs pour équiper les bureaux. On peut évoquer aussi des exportations, puisque tout ce qui est produit sur le territoire économique, donc en France par exemple, eh bien, ne va pas être utilisé en France, il y a une partie qui sera utilisée par le reste du monde. Donc voilà, brièvement, une présentation d'un circuit simple qui permet de voir les trois temps de l'activité économique: production, répartition et utilisation des richesses. Donc on rappelle les notions pour les noter. Donc rappel des notions, la production, c'est bien l'activité économique qui est destinée à produire des biens, des services en utilisant des facteurs de production et des ressources telles que les matières premières. Cette production, elle s'échange le plus souvent sur le marché. Il s'agit donc de la production marchande. Néanmoins, il y a une part de la production qui est aussi non marchande. Dans ce cas, c'est la production qui est fournie gratuitement ou quasi gratuitement à la collectivité. On peut rappeler les exemples de services non marchands qui sont fournis par les administrations publiques, comme l'éducation en partie et également une partie de la santé dans notre pays. La consommation finale des ménages correspond à l'achat de biens et de services pour satisfaire leurs besoins. Et l'investissement, c'est l'acquisition de moyens de production durables, donc des machines, des équipements, ce qu'on appelle aussi le capital fixe. Il y a une grande partie de ces investissements qui sont matériels, mais il y a également des investissements immatériels. C'est le cas par exemple des logiciels. Un bien de production durable peut être utilisé plusieurs fois lors du processus de production. Contrairement aux consommations intermédiaires, qui sont aussi des biens de production, mais cette fois-ci non durables, ils sont transformés ou disparaissent au cours du processus de production, comme les matières premières, l'énergie ou des produits semi-finis. Maintenant, quels sont les acteurs de l'économie que vous avez pu repérer en regardant la vidéo de Citeco? Tout d'abord, les ménages, qui ont pour fonction principale de consommer. On a repéré aussi des entreprises non financières, Orditop, 2000, l'entreprise Miam Miam. Les banques, qu'on appelle aussi sociétés financières. Ce secteur, cette société financière, comprend également les compagnies d'assurance. Il y a également les administrations publiques et
n'oublions pas le reste du monde qui est aussi un acteur de la vie économique et sociale d'un pays. Alors, il manquait un agent économique dans cette vidéo. Il s'agit des associations que les comptables nationaux nomment les institutions sans but lucratif au service des ménages, ISBLSM, institutions sans but lucratif au service des ménages. Donc quand on retrouve ce circuit, eh bien on voit bien le principe du circuit. C'est une représentation du fonctionnement d'une économie sous la forme simplifiée tout de même, très simplifiée, et sous la forme aussi de flux. Donc il y a des mouvements, il y a une circulation entre les agents économiques et les différentes opérations. Cette approche du circuit est une approche macroéconomique. Cela signifie que nous nous intéressons aux grandeurs globales au niveau du pays, de l'économie tout entière, ou ça pourrait même être au niveau d'un groupe de pays si je m'intéresse par exemple à l'Union européenne. Donc une approche macroéconomique va plus mesurer des agrégats, par exemple le PIB, le produit intérieur brut, l'ensemble donc des richesses produites, la consommation finale de l'ensemble des ménages, l'épargne de l'ensemble des ménages, etc. On distingue la macroéconomie de la microéconomie. Microéconomie, c'est la partie de la science économique qui analyse cette fois-ci les comportements des individus. Donc les comportements individuels, comportements du consommateur, comportements du producteur, de l'entreprise, et également comment justement fait-on ces choix dans le domaine soit de la production, soit de la consommation. Alors le petit exercice qui permet justement de relier les agents économiques à leurs fonctions principales et à leurs ressources. Avant de passer à la réalisation du circuit, petite précision concernant les flux. Donc les flux sont des grandeurs économiques qui sont mesurées au cours d'une période donnée, l'année par exemple, et ça peut être aussi le mois. Donc ça correspond à une circulation, un mouvement. Il y a deux catégories de flux, les flux réels, comme les marchandises, les services, mais aussi la main-d'œuvre et les capitaux, et aussi des flux monétaires. Donc il s'agit ici de mouvements de circulation d'argent entre les agents économiques ou entre les opérations, donc comme le salaire ou les achats de marchandises. On peut distinguer flux et stock. Le stock, c'est l'accumulation de biens ou de services ou de monnaie à un instant donné. Donc c'est plus une photographie à un instant T. Et pour comprendre une variation de stock, il faut analyser. Si nous revenons sur le circuit, eh bien le circuit permet justement ce mouvement perpétuel et cette circulation, donc ces flux entre les agents ou les opérations économiques. Il y a un mouvement de répétition. Le circuit à compléter, donc avec le corrigé, ou en tout cas une approche, puisque il n'est pas exhaustif, hein, on aurait pu présenter encore d'autres flux entre ces agents économiques. Et pour terminer, la démarche de l'économiste qu'on peut rappeler, donc la posture scientifique qui consiste à comprendre un comportement, faire des modèles, construire des modèles, émettre des hypothèses et confronter ces hypothèses aux faits pour voir si elles sont valides ou non.